on se rencontre, on a déjeuné ensemble et directement lors de ce déjeuner, tu m'as dit: «Ah bah moi, je vais peut-être avoir besoin de sous-traiter des missions et tout» et donc moi, je suis sortie de ce déjeuner, tu vois, ça faisait 2 mois que je m'étais lancée en freelance, je me disais: «Mais c'est incroyable la vie, quoi. C'est fou ce qui se passe». Genre, je viens de Ouais. déjeuner, c'était pas du tout l'objectif du truc et en fait, ça, tu vois, ça va peut-être m'apporter des premières missions, donc voilà, ça a été les 2 choses qui m'ont apporté mes premières missions. Ça revient à un su qui est c'est un sujet de c'est le sujet de ma nouvelle saison de podcast taf, mais le sujet du temps de travail et du rapport au temps dans les entreprises et le 9h-17h typiquement ou 9h-18h plutôt, me convenait pas spécialement déjà, quoi. Et même si c'était 7 mois, j'ai fait 7 mois de stage, crème de la crème, déjà je ressentais, voilà, moi je sais que je suis pas très productive en début d'après-midi. Je voyais pas l'intérêt d'être là à faire un peu de veille, mais de la veille que tu retiens pas vraiment finalement parce que j'étais pas concentrée, à ce moment-là et me mettre en freelance, ça m'a permis vraiment d'avoir un rythme qui était pas si éloigné du salariat parce que je me levais toujours aussi tôt. Mais par contre après le déj jusqu'à 16h en général, je bossais pas et je reprenais de 16 à 19h. Hello, bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec Pourquoi t'as fait ça, je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur vie idéale et réaliser leurs grands rêves. Mais c'est aussi le lieu pour se questionner sur certaines pratiques de mon domaine de prédilection, le marketing digital. Moi, je suis prête. Et toi ? Let's go ! Bonjour Jeanne, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Jade, avec grand plaisir. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Pourquoi t'as fait ça. J'ai pensé à toi dès les premiers épisodes parce que je me suis dit que ton parcours et la manière dont tu as vraiment construit, ton chemin et que tu es en train de construire ta carrière, je trouvais que c'était intéressant, de pouvoir le partager et de pouvoir, du coup donner, l'exemple d'autres modèles et d'autres chemins que ce qu'on a l'habitude, d'entendre. Donc c'est pour ça que, je suis ravie que tu aies accepté cette invitation. Et ma première question, du coup, elle va être toute simple, c'est de te présenter et de dire du coup, aux auditeurs, aux auditrices, qui tu es. Merci beaucoup, pour cette invitation. Je suis très contente, de venir sur ton podcast, Jade. Je ne sais pas s'il y aura, l'histoire de notre rencontre, mais en tout cas, je suis contente parce que ça fait longtemps et c'est un moment Mmh. dans mon parcours pro qui a été assez déterminant quand on s'est rencontrés, donc on y viendra sûrement. Donc moi, si je dois me Oui. présenter, je suis Jeanne Deplu. J'ai créé le podcast TAF en septembre 2020, il y a 2 ans, pour explorer les transformations du travail et des organisations. C'est un podcast dans lequel j'interviewe, des RH, des experts ou des entrepreneurs qui font un peu bouger les lignes du travail. Donc ça, c'est une de mes activités, à moitié pro, à moitié perso, on va dire, parce que c'est vraiment un sujet de passion, mais ça m'a aidée aussi, dans ma vie professionnelle et ça m'a aiguillée. Hem À part ça, j'ai repris, l'année dernière un master en alternance en RH et transformation du travail. C'est une décision, qui a été, aussi OK. prise, notamment à travers mes explorations et le podcast. Voilà, j'ai voulu réaligner les choses. Quand je t'ai rencontrée, Jade, j'étais freelance en marketing. Je venais de me lancer en freelance en marketing. Mmh. Donc et quand j'ai lancé le podcast TAF, j'étais toujours freelance en marketing et donc depuis, j'ai changé un peu pour aligner les choses et être que sur des sujets de transformation, du travail. Et du coup, tu as décidé de reprendre tes études sur un sujet, qui te passionnait, du coup, que tu as découvert, au fur et à mesure là de tes années freelance? Oui, 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 complètement. La transformation du travail, en fait, c'est un sujet alors le travail, c'est un sujet qui m'a toujours vraiment intéressée et questionnée. Enfin, le monde du travail, le sens, notre rapport au travail et cetera. Et en fait, c'est arrivé lors d'un stage. Quand je me suis formée au marketing, j'ai commencé par une licence de droit. Alors vous allez voir si on parle de parcours professionnel que le mien est assez atypique. Pour le coup, je pense que c'est pour ça que tu m'as fait venir là. C'est un témoignage de parcours atypique, on peut dire ça. Donc j'ai commencé Exactement. par une licence de droit et après pendant une formation, d'1 an en marketing,
j'ai fait, pendant cette formation-là, un stage dans une start-up qui s'appelle Crème de la Crème et qui met en relation des freelances du digital et des entreprises. Et du coup, moi, j'ai été au contenu marketing dans cette entreprise, en stage, et ça m'a vraiment ouvert, bah, sur les sujets du futur du travail puisque j'avais 2 cibles marketing, les freelances du digital et les RH de grands groupes qu'on visait, qui pouvaient potentiellement travailler avec des freelances. Donc ça m'a vraiment ouvert sur les problématiques RH, de mieux comprendre ces 2 cibles et puis j'avais moi-même en tête de me lancer en freelance, donc c'était un peu le stage parfait dans mon idée de me lancer en freelance, juste après, quoi, et ça a bien marché puisque c'est ce que j'ai fait, ça m'a et après je me suis lancée, à mon compte direct. OK. OK, très très bien et du coup, parce que là tu dis donc, tu t'es lancé après ce stage. Ce qui pour moi était assez étonnant quand je t'ai rencontré, que tu veuilles te lancer en freelance tout de suite parce qu'on a en tout cas moi comment je l'ai vécu, quand je suis sortie d'études, bah, je me suis dit, «Ah il faut absolument que je passe par la case, CDI pour, pouvoir valider un certain nombre de compétences et cetera et je peux pas me lancer tout de suite à mon compte». Comment toi, du coup, tu as abordé la question et tu t'es dit, «Ben non, moi ce que je veux, c'est être freelance»? Bah, alors déjà, je pense qu'il y avait une vraie volonté pour moi d'être sur quelque chose d'assez flexible, assez vite. Parce que, voilà, en sortant de droit, je savais que je voulais arrêter après ma licence de droit, aussi le droit parce que ça me contraignait à rester en France, vu qu'a priori c'est du droit français, donc ça te contraint un petit peu géographiquement, même si pas toujours. Mmh. Et du coup, moi, ça j'avais très envie d'être freelance. Enfin, j'ai voyagé aussi avant de reprendre des études en marketing, j'ai fait 1 an de voyage, notamment en Amérique du Sud, 6 mois et j'avais envie, de pouvoir dans mon idée alors ça s'est pas vraiment produit comme ça, mais dans mon idée, j'avais un peu le rêve, j'avais beaucoup voyagé aussi, par ailleurs pendant mes études et cetera, toute seule, pas mal à sac à dos, enfin voilà et ces voyages-là m'ont vraiment donné envie un peu, d'avoir un job qui me permet de bouger et c'est de là que l'idée du freelancing faisait vraiment sens pour moi et d'apprendre le marketing faisait sens aussi. C'est pour ça aussi que je me suis lancée dans une formation en marketing parce que je me disais c'était orienté community management, social media et je me Mmh. disais: «C'est un job que je peux faire de partout, potentiellement, donc génial, quoi». Enfin, c'était un peu le critère et donc c'est à ce moment-là, c'était le critère et du coup, c'est pour ça que je et pour répondre à ta question sur enfin, ça me faisait pas peur. Je pense que ce qui m'a aidée à ne pas avoir peur à me lancer, toute seule, c'est, que j'ai été dans un écosystème quand même avec beaucoup de freelance pendant ce stage. Mmh. Hem Et ce qui m'a vraiment aidée, c'est de rencontrer, des freelances. Je faisais beaucoup d'événements avec des freelances et cetera, mais je me dis enfin, même si j'avais pas été dans ce stage, voilà, du coup, la leçon, c'est que rencontrer des freelances, ça aide beaucoup à se lancer. Et j'étais Mmh. vachement aussi, j'étais dans un univers, dans cette start-up qui poussait à ça. Enfin, ils encourageaient vachement les jeunes à se lancer en freelance, donc il y avait des gens confiants autour de moi. J'étais entourée de personnes qui, faisaient du freelancing, soit à côté de leurs études, soit à côté de leur poste. Tout le monde faisait un peu de freelance par-ci par-là, donc ça faisait pas très peur et je me disais que je prenais pas un grand risque à essayer, en tout cas, de le faire. Hem, Mmh. Avec le recul, je me demande Carrément, aussi parce qu'en quel fait job j'aurais trouvé en tu vois? Il y a un petit ouais, tu te poses décalage. la question de, Ouais. ouais, ouais. Tu tu te poses la question du coup de, qu'est-ce que tu aurais pu faire, à la place de ça? Parce que ça te paraît tellement évident, mais souvent quand on regarde, en arrière, on se demande, bah, on est allé quand on est bien, dans une position, tu vois, dans un cadre, on a du mal à imaginer quel autre choix aurait été le mieux a posteriori. Après, c'est très intéressant ce que tu dis, par rapport au fait que, en fait, la que tu étais entourée du coup, de freelance et dans ton métier, du coup, tu en côtoyais beaucoup donc d'une, je pense qu'il y a le truc de se projeter, de pouvoir se projeter facilement. Est-ce que en dehors de ça, du contexte, professionnel de ton stage, est-ce que tu avais autour de toi, peut-être, dans ton entourage, des gens qui étaient freelance ou chefs d'entreprise ou qui s'étaient lancés, tu vois, seuls? Alors,
pas du tout. Vraiment pas du tout, j'ai pas du tout dans ma famille des gens qui sont, entrepreneurs ou, et d'ailleurs, c'était vraiment, une découverte, le milieu, start-up quand je suis arrivée dans cette start-up, pour moi, c'est pas du tout familier, hein. J'étais en études de droit, dans ma famille, ils ont plutôt des métiers, journaliste, médecin, architecte, plutôt des professions libérales. À la limite, ouais, certains entrepreneurs, enfin dans création d'entreprise, mais architecte, enfin ouais, pas vraiment en tout cas dans les métiers que Mmh. je visais, mais si, il y en a quand même. En fait, tu vois, je disais non, mais en fait, si, il y a quand même, des entrepreneurs, dans ma famille. Hem, mais je pense que, et il y a aussi alors il y a une des autres choses aussi, je pense que c'était aussi et c'est ça qui fait écho et qui guide un peu mes choix qui suivent, mais le stage m'a quand même laissé l'impression, même si j'ai appris plein de trucs, que j'avais un très bon manager, enfin que j'ai vraiment appris beaucoup sur le métier et c'est ça aussi qui m'a donné confiance dans le fait que je pouvais vendre ces compétences derrière. Parce que Mmh. j'avais développé des compétences, assez solides en contenu pour pouvoir les vendre et ça, j'avais une certaine confiance là-dessus et il y avait aussi que je sentais même dans un stage et même dans un environnement très ouvert, très flexible et cetera, que, j'avais pas très envie d'être en entreprise. Ça revient à un su qui est c'est un sujet de ma nou c'est le sujet de ma nouvelle saison de podcast taf, mais le sujet du temps de travail et du rapport au temps dans les entreprises et le 9h-17h typiquement ou 9h-18h plutôt, Mmh. me convenait pas spécialement déjà, quoi. Et même si c'était 6-7 mois, j'ai fait 7 mois de stage crème de la crème, bah, déjà je ressentais, voilà, moi je sais que je suis pas très productive en début d'après-midi, je voyais pas l'intérêt d'être là à faire un peu de veille, mais de la veille que tu retiens pas vraiment finalement parce que j'étais pas concentrée, à ce moment-là et Mmh. me mettre en freelance, ça m'a permis vraiment d'avoir un rythme qui était pas si éloigné du salariat parce que je me levais toujours aussitôt. Mais par contre enfin Mmh. après le déj jusqu'à 16h en général, je bossais pas et je reprenais de 16 à 19h et je travaillais beaucoup mieux comme ça. Mmh, OK. Et du coup, cette question des rythmes de travail dans l'entreprise m'a vraiment poussée, en freelance aussi quoi, pour avoir mon propre rythme. Ça a été, Mmh. Ouais, c'est vrai qu'on est tous différents et du coup, pour optimiser notre productivité, ben, on le voit bien en étant entrepreneur que, quand on suit son propre rythme, alors que ce soit à la journée ou même, je pense plus largement, en fonction, j'ai beaucoup lu sur, en fonction du cycle féminin et cetera, du coup d'adapter aussi son rythme par rapport à ça, donc à l'échelle du mois, c'est super important. mmh, carrément. Bah, c'est marrant que tu abordes ce sujet, alors j'aurais pas pensé en arriver là, mais sur le cycle féminin, moi maintenant je cale tout, je fais attention à ne rien caler la semaine qui précède, mes règles, pour parler, pour parler de avec les mots qui sont Exactement, employables, mais exactement. Moi surtout ouais et surtout les rendez-vous. Les rendez-vous la semaine d'avant, mmh. faut éviter les rendez-vous. Ouais, c'est ça, les rendez-vous, les trucs de pression, tu vois? Si par exemple, tu as une conférence enfin moi, c'est à chaque fois, je regarde si on me propose, un truc un peu où je vais devoir, enfin qui va un peu me challenger ou un rendez-vous client comme tu dis, des trucs comme ça. Je regarde toujours alors Mmh, quelle semaine ça tombe? Est-ce que c'est la bonne semaine, la mauvaise semaine? Et en fonction, c'est vrai que mais ça c'est fou quoi, c'est un problème, que connaissent que les femmes, mais qui est fou parce que c'est quand même une semaine, parfois, enfin pour ça dépend des gens, mais dans le mois, c'est énorme une semaine, c'est un quart de ton mois quoi. exactement. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. OK, OK, très bien et du coup, donc après ce stage, donc tu te lances. Comment tu vis, ton lancement en tant que freelance? Est-ce que par rapport à tes attentes, à ce que tu avais vu, tu vois, des freelances qui t'entouraient, avec qui tu as pu parler, est-ce que du coup, tu as retrouvé exactement, ce que tu attendais? Est-ce que du coup, tu as eu quelques désillusions? Tu as dû t'adapter? Comment tu l'as vécu? Alors, bah, moi, ça a démarré, vraiment beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. J'ai eu une expérience, je pense, avec, à moitié de la chance, à moitié, ouais, un concours de circonstances qui fait que ça se passe bien direct. Donc, c'est vrai que c'était hyper cool. Moi, je me suis mise, enfin, je me rappelle, je me lançais en janvier, je m'étais laissé 1 ou 2 mois. Je me disais, «Voilà, ça va commencer, je vais commencer tranquillement à faire mes petites actions, mes petits articles». J'avais commencé, je sais plus ce que j'avais commencé comme truc
à faire. Mais en fait, ça s'est fait un peu naturellement parce que, j'ai écrit des articles. En fait, c'est ça qui a démarré. J'ai fait 2 actions qui m'ont permis de trouver des clients très vite quand je me suis lancée en freelance. C'est d'écrire des articles en rétrospective de l'année qui venait de s'écouler en disant: «Je me lance», avec le titre un peu sexy de, «Je me lance juste après mes études». Donc ça a bien Mmh. marché, ça a été relayé par Open Classroom avec qui j'avais fait la formation en marketing. Donc celui-là, il m'a vraiment beaucoup donné de visibilité sur LinkedIn notamment. Et j'ai eu 1 ou 2 prospects, tu vois, suite à juste cet article, tu vois, comme quoi juste partager, raconter ta vie, bah, ça peut vraiment t'ouvrir des portes. C'est Et la clair. deuxième chose que j'ai fait et c'est là où on s'est rencontrés, c'est d'aller sur, Malte et de chercher des profils qui faisaient à peu près la même chose que moi, mais en plus senior. Et je me disais: «Je vais Mmh. contacter des freelances qui font la même chose que moi, mais en plus seniors pour les rencontrer, pour, discuter avec eux de leur métier, savoir comment ils font, comment ils trouvent des clients», enfin voilà, et essayer qu'ils m'aident un peu, qu'ils me donnent leurs conseils, quoi. Et en fait, et donc quand je viens, petit storytelling sur notre rencontre, mais c'est fou quand même parce que, du coup, toi, Mmh. une des premières que j'ai contactées, j'en ai pas contacté non plus plein. Parce que c'était assez spécifique, OK. à la base, quand je me suis lancée, c'était social media et inbound marketing. Il y avait pas tant de freelances Mmh. qui se présentaient comme ça. Tu avais soit social media tout Oui. seul, soit et moi, j'avais vraiment envie de creuser la partie inbound contenu marketing, donc j'étais tombée sur toi assez vite. Et on a déjeuné, tu m'as dit: «Oui, pas de problème, on se rencontre». On a déjeuné ensemble et directement lors de ce déjeuner, tu m'as dit: «Ah bah, moi, je vais peut-être avoir besoin de sous-traiter des missions et tout». Et donc moi, je suis sortie de ce déjeuner, tu vois, ça faisait 2 mois que je m'étais lancée en freelance. Je me disais: «Mais c'est incroyable la vie, quoi. C'est fou ce qui se passe». Genre, je viens de Ouais. déjeuner, c'était pas du tout l'objectif du truc et en fait, ça tu vois, ça va peut-être m'apporter des premières missions, donc voilà, ça a été les 2 choses qui m'ont apporté mes premières missions. OK. Voilà, de C'est je là pense que c'est là c'est 2 choses à qu'on voit la puissance des rencontres et de fait juste d'aller vers les autres, mmh, toutes les opportunités que ça peut déclencher et ça, tu vois, moi, à la ouais. base, je suis plutôt quelqu'un de un peu dans mon coin et cetera, enfin, avant d'être entrepreneur parce que très clairement l'entrepreneuriat m'a fait tomber toutes ces barrières de Mmh. pseudo-timidité. Mais, mais du coup, j'avais du mal avec ça et en fait, l'entrepreneuriat, bah, te pousse déjà à faire ça parce que si tu bouges pas, bah, c'est les clients vont pas venir comme ça par magie. Et en même temps, tu te nourris tellement des autres et du coup, ce genre de rencontre et ton approche, je l'ai trouvé, top, tu vois? D'aller comme ça, prendre des tips auprès d'autres, freelances et cetera et ça s'est fait ultra naturellement, et en plus, on a démarré sur un projet, on est sur un projet long donc on a fait une collaboration, Ouais, de plus d'1 an, quoi, il me semble, hein. Ça faisait 1 an ouais, avant que tu avec Home tu Like. m'abandonnes, Ah oui, c'est vrai! Home Like Acquisition. Je m'en Exactement. souviens très bien. Ouais. Mmh. Trop bien et Mais oui, c'est clair et en plus et et les autres collaborations, tu vois et les autres projets sur lesquels on a bossé ensemble, c'était aussi des projets longs, quoi. C'est l'avantage du contenu marketing, c'est l'avantage de ce qu'on vendait aussi en freelance, c'est que vu que c'est du contenu long terme à déployer, bah, tu as des clients assez long terme, donc c'est aussi, plus facile que quand tu vends, par exemple, je exactement. rencontre, tu vois, d'autres freelances, si tu vends une identité visuelle, bah, c'est un one shot et après il faut en retrouver. Là, le contenu marketing, pour ça a Mmh. vraiment l'avantage d'être souvent assez long terme. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est Mmh. clair, du coup, ça nous a permis de bien collaborer et puis de s'entraider aussi sur des retours d'expérience chacune de notre côté et c'est ça qui voilà, nous faisait avancer, chacune dans nos cheminements, qui étaient totalement différents. Mais, on arrive quand même à se trouver des choses qui nous permettent d'évoluer et d'avancer, dans le chemin qu'on a choisi et ça c'est vraiment cool. Ouais. Donc du coup, tu es, là, tu donc tu es lancée en freelance, tu as fait tes missions et je me rappelle d'un moment où tu me disais, bah, «Je réduis mes missions de rédaction, je veux aller, sur d'autres types de missions, moins de production, plus de stratégie». Il me semble qu'il y a eu Mmh. cette première évolution. Est-ce que tu peux nous en parler, de ça? Ouais.
En fait, je pense que j'ai fait 1 an, de mission freelance où, enfin ma première année, j'ai vraiment enchaîné et je me suis pas arrêtée du tout et j'ai fait une grosse année, c'est ma plus grosse année. Alors je suis à la décroissance avant l'heure, mais pour être tout à fait honnête, si je regarde vraiment mes chiffres d'affaires, alors après la troisième année était, partielle puisque j'ai arrêté avant et j'ai repris des études en septembre. Mais du coup, la deuxième année était année de Covid. Donc voilà, c'est aussi le contexte. Mais Oui. du coup, sur mes chiffres d'affaires, si je fais un bilan, tu vois, pour aller demander un prêt immobilier, par exemple, c'est pas terrible parce que je suis plutôt en décroissance qu'en croissance. Mais ma première année, du coup, était très, très bonne. J'ai fait que bosser, mais plus qu'il n'en fallait. C'est-à-dire que je facturais même, enfin, tu vois, il y a 6 mois où j'avais une mission plein temps chez le client. Mmh. Et du coup, j'étais 20 jours par mois chez le client, plus, j'avais, 3-4 autres jours dans le mois facturés à d'autres clients. Donc ça me faisait plus de jours, enfin je facturais plus de jours, qu'il y avait de jours presque dans le mois, peut-être pas 30, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup travaillé et les missions me sont toujours venues, enfin soit par hasard, soit en faisant des actions, mais jamais, j'ai jamais prospecté ou autre. J'ai jamais eu vraiment le temps et j'ai jamais Mmh. eu la nécessité, on va dire, de me poser vraiment sur mon offre, qu'est-ce que je propose, quel est mon client cible. Je l'avais un peu en tête, tu vois? Puisque c'est en plus le travail que je faisais avec des clients, tu vois? Donc mais les choses, Mmh. les cordonniers les plus mal chaussés, bah, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que j'avais jamais fait vraiment ce travail pour moi. J'avais jamais eu le temps de développer ma stratégie de contenu, pour aller chercher mes clients à moi, Mmh. et cetera. Et du coup, suite à ça, alors la première année, moi, je suis donc, fin de cette première année, je décide en décembre de partir 4 mois tester le format digital nomade. C'était un petit peu le but aussi. Donc je retourne, là, Brésil, Argentine et je fais 4 mois, dans l'idée, c'était un peu plus. Mais je pars et OK. après il y a le covid. Je rentre pour, le début du covid en France et j'avoue que, ça m'a un peu en fait, je pensais revenir et devoir re-networker parce que j'avais vraiment pris, enfin j'avais gardé que des petites missions de rédaction pour mes mois, au Mmh. Brésil, mais je voulais pas trop travailler. Le but, c'était de peu travailler et vivre, au Brésil. Et du coup, l'idée, c'était de rentrer et de refaire du networking, refaire des événements et cetera et pour pouvoir, j'avais confiance dans le fait qu'en 1 ou 2 mois d'action comme ça, de networking, un peu de contenu, machin, j'allais pouvoir rechoper des prospects. Mais il fallait que ça arrive et vu que je suis arrivée en plein covid où tout est mort, où il y a plus rien qui se passe, Mmh. ça a été un peu dur, en plus enfermée et là, j'ai senti et je me suis dit: «C'est le moment», vu que j'ai plus trop de clients et ça commençait un peu à me faire flipper. Enfin, j'avais que toujours des petits quoi, mais c'était pas grand-chose Ouais. et je me suis dit: «Je vais me faire accompagner». Je sais qu'il y avait une aide, c'est l'AGFIP, je crois, qui donne une aide de mille cinq Mmh mh. cents euros par an, aux entrepreneurs et du coup, on m'a dit ça et j'ai utilisé cette aide pour faire une formation avec Live Mentor avec un coach. C'est une autre freelance qui m'en avait parlé et qui m'avait dit que au-delà de la formation marketing, business qui était assez, simple, assez basique, ce qui est la plus-value, c'était vraiment le coach, d'avoir un coach business, 1 fois par semaine pendant quelques semaines, qui t'aide à restructurer vraiment ta stratégie, ta cible, ton business plan, Mmh. enfin avoir un vrai truc, d'entreprise quoi, que j'avais jamais fait du tout. Et en faisant ce travail, Mmh, OK. effectivement, je me suis dit que voilà, moi je voulais diminuer les missions de rédaction parce que ça me plaisait de moins en moins de rédiger. Malgré tout, c'est les missions les plus intéressantes d'un point de vue, même financier parce que c'est des trucs long terme toujours. Tu as des contrats sur, Ouais, plusieurs il y a mois une à chaque fois, donc récurrence. c'est ouais, il y a toujours une récurrence, donc c'était difficile de cracher dessus, mais en même temps, souvent, du coup, je me retrouvais avec quelques stratégies éditoriales et mais pas beaucoup, tu vois? Proportionnellement, ça prenait pas beaucoup parce que ça se terminait et j'avais toujours de la rédaction, ça, c'était en continu, quoi. Donc Mmh, j'ai OK. essayé, voilà, de travailler un peu plus ma cible et c'est comme ça que j'ai lancé mon podcast sur un sujet pour aller aussi chercher des clients sur des sujets qui me passionnent, le travail, les RH et cetera. Donc je me suis dit, voilà, si je dois créer un contenu, vu que j'écris tout le temps pour mes clients, je veux pas écrire pour moi et faire des articles en plus ou de la newsletter en plus pour moi. Donc ça sera du podcast. Mmh. C'était un format qui était en train de monter un peu, de se développer. Donc c'est comme ça que le podcast est né. Et après, ça a donné effectivement, naissance à des collaborations dans ce sens. Alors pas forcément j'ai eu des stratégies édito, mais pas forcément plus qu'avant, au final. J'en avais déjà un petit peu, tu vois?
OK. ponctuellement. J'en ai pas eu forcément beaucoup plus. C'est plus, que j'étais sur des sujets qui m'intéressaient. Enfin, j'ai trouvé plutôt des missions, Mmh. sur des sujets, RH, transfo et tout. Hem, Par rapport au par rapport au choix du podcast, hem, mmh. est-ce que, du coup, ce format donc c'est vrai que ça commençait à monter quand toi tu as lancé le tien. Est-ce que toi tu écoutais beaucoup? C'était un format que tu aimais bien? Est-ce que ce choix, il a été motivé autre chose par le fait que ce soit un peu dans l'air du temps et que du coup ça change des articles et tout que tu rédigeais pour tes clients? Hem, ouais, bah, j'avais commencé à en écouter un petit peu, ouais, depuis 2-3 ans, pas depuis hyper longtemps, mais j'en écoutais un peu. J'ai écouté Nouvelle École, je me souviens et Tribu Indé, bah, le podcast d'Alexis Michela Ouais, qui moi était mon aussi. manager chez Crème. Mmh. Et c'est vrai que quand tu es en freelance, Tribu Indé, bah, c'est bien parce que tu as plein de retours d'expérience de freelance et cetera. Et après sinon, c'était plutôt des podcasts de France Inter, enfin des rediffs de radio. Mais donc non, j'en écoutais beaucoup moins qu'aujourd'hui, quand j'en ai lancé quand je l'ai lancé, mais c'était avant tout, aussi un petit peu par flemme, hein, curiosité flemme, on va dire, parce que du coup, ça me permettait de rencontrer, plein de gens, tu vois? Et de leur poser des questions. En 1 heure, j'allais tu vois? Dans mon esprit, en 1 heure, j'allais, apprendre plein de trucs sans trop me fatiguer. Vu que j'avais du mal à avoir de la récurrence sur, lire, écrire, des articles pour moi et cetera, tu vois? À chaque fois, ça me paraissait chronophage comme tâche de, reporter quelque chose à Mmh. l'écrit, machin. J'avais pas très envie de ça, donc je me suis dit, tu vois, je préférais faire le travail vraiment préalable de recherche autour de l'invité. Tu vois, ça m'amusait plus en fait comme travail d'aller faire toute la Mmh recherche mh. autour de l'invité, puis juste de l'oral, de la discussion. Je remarquais aussi en travaillant, parce que j'ai fait ce coaching business et après j'ai enchaîné, alors je me suis tout fait pendant les périodes Covid, j'ai enchaîné avec une semaine de coaching aussi, un peu professionnel. Reconversion pro un peu, D'accord. enfin, tu vois, un truc pour questionner, ce que tu veux faire. Ça, c'était un coaching sur une Ikigai semaine, et de groupe, cetera? en groupe. Un peu, ouais, un peu genre là, avec vraiment des exercices, mais c'était super, vraiment, j'ai eu une semaine, géniale et j'ai découvert aussi, que, ce qui me mettait vraiment en énergie, c'était d'être, tu vois, de la discussion, d'être avec des gens et cetera. C'est pour ça aussi que j'aimais bien les stratégies édito, c'est parce qu'il y avait souvent des ateliers, brainstorming, machin, enfin, Mmh. j'aimais bien ce truc-là d'atelier relationnel et ce qui me pesait aussi dans l'écriture, c'était le côté toute seule à écrire et donc voilà, ça collait assez bien. Je me suis dit: «Ça va être une activité sympa et facile», enfin voilà, qui me donne de l'énergie plutôt qu'elle m'en prend, quoi. Mmh, carrément. C'est vrai que, là, depuis que j'ai lancé, donc j'ai lancé depuis pas longtemps, hein, du coup, c'est bébé podcast, «Pourquoi tu as fait ça?» hein, parce que du coup, c'est juste Mmh. depuis, septembre. Mais, rien que depuis septembre, le fait d'échanger alors même, moi, du coup, mes premiers invités, c'est des gens que je connais, plus ou moins. Alors il y a certaines personnes que j'ai découvertes, mais, bah, j'ai commencé avec des gens que je connaissais. Et même avec les gens que je connaissais, Mmh. le fait de se poser avec une discussion beaucoup plus profonde que ce qu'on peut avoir au quotidien, de se poser des questions qu'on ne s'est pas vraiment posées avant, parce qu'on est dans le rush un peu du quotidien, ça fait grandir mais de fou. Et j'ai l'impression que là, en à peine 2-3 mois, j'ai bondi sur plein de sujets, je me suis enrichie. Et là où, les personnes me disent: «Ouais, le podcast, il y a quand même la barrière technique de pouvoir faire un podcast et cetera». Mais au final, avec les outils qu'on a aujourd'hui, la barrière technique, elle est quand même assez basse. Et au regard de ce qu'on apprend et de comment on évolue grâce à la rencontre des gens surtout, donc je parle du format interview bien sûr, c'est inestimable. Enfin moi je suis trop contente d'avoir pris cette décision. Carrément, hein. Moi aussi, je me dis, alors après, tu vois, j'étais en train de réfléchir en parlant au fait que c'est pas si simple et que ça demande quand même du travail. C'est pas que parler, que la discussion et ça, tu as dû le C'est clair. tu dois l'expérimenter. Oui. Mais mais par contre, c'est vrai que, ouais, c'est fou et moi, enfin, tu vois,
j'ai eu accès à des gens aussi et c'est ça mais ça, c'était même pas un objectif à la base, avec le podcast, je m'y attendais pas du tout, mais en allant moi, j'ai toujours été assez comme ça d'aller demander aux gens, tu vois? Par mail, je me souviens que j'avais trouvé un stage, Mmh. quand j'étais en première, alors qu'il y avait pas du tout de stage en première, tu vois? Et j'avais trouvé un stage chez Rue 89, c'était un journal indépendant, je voulais être journaliste à l'époque Mmh. c'était un petit journal indépendant. Ils prenaient absolument pas de stagiaires, autres que des Sciences Po ou autres et j'avais écrit une longue lettre en Mmh. disant: «J'adore votre journal, je sais plus ce que j'ai raconté là-dedans», à la rédactrice en chef et elle m'avait prise pour 2 semaines. Elle m'avait fait faire des petits reportages, tu vois? Et en fait, il y a eu plusieurs, trucs comme ça dans ma vie qui m'ont montré que quand tu oses, aller contacter quelqu'un, et que tu lui dis enfin, tu vois, si vraiment c'est sincère et que, tu vois, tu es sincèrement intéressé par son sujet et que tu as envie de le rencontrer, généralement, tu as des bonnes surprises et des surprises, assez Exactement. incroyables. Tu vois, là, moi, j'ai pour taf, j'ai Pierre Larouturou, c'est dur à dire. Il est député Mmh. européen, c'est un homme politique qui est dans le paysage français depuis 30 ans, machin et je l'ai contacté avec j'ai tapé, j'ai absolument aucun contact avec lui. J'ai tapé Pierre Larouturou sur Google. La première adresse que j'ai trouvée, c'était celle de son adresse pro du Parlement européen, de député européen. J'ai envoyé là-dessus et j'ai son assistant qui m'a répondu 2 heures après. Enfin, tu te dis: «C'est incroyable». Enfin, finalement, Énorme. tu te Ouais. dis: «C'est des gens qui vont jamais me répondre parce qu'ils auront pas le temps» et finalement, tu as une réponse. Alors c'est pas lui, c'est son assistant, mais tu vois, bon, on n'a toujours pas trouvé de date parce que Mmh. c'est très dur. Il a un agenda surchargé, mais il était super emballé par le truc et d'accord, tu vois? Donc c'est vraiment tu as des surprises des fois, de la disponibilité de gens que tu pensais pas rencontrer, quoi et ça, le podcast, c'est une vraie couverture, très, très cool. Exactement. Ouais, ouais, non, c'est sûr et puis en plus, Mmh. je trouve que, tu viens en tant que média, en fait, et même si tu commences, Mmh. enfin, il y a pas besoin d'être, un gros podcast pour du coup, accéder à des personnes, qui ont un certain niveau ou qui sont, une certaine maturité, dans le domaine qu'on veut explorer et ça, c'est assez dingue et moi, le truc qui m'a fait, rapidement, aussi, ac enfin, m'ouvrir en fait à d'autres personnes que les personnes de mon réseau, c'est de demander, à l'invité, quelle personne il me recommanderait, pour passer sur le podcast et ça, cette Ah oui. question que j'avais vue, alors je sais plus Mmh. dans quel podcast, mais je l'avais vue, elle est utilisée dans Mmh. plusieurs podcasts et ben, ça, du coup, direct, ça te permet de jumper, et d'aller, toucher des personnes que tu aurais peut-être pas pu toucher, juste toi toute seule et tu viens en plus avec une reco de quelqu'un qui connaît. Ouais, Donc du coup, ça, c'est vraiment le sésame, quoi. ouais. Ouais, ouais. Non, mais oui, ça revient à ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à la puissance du réseau. Mais c'est incroyable et c'est pas forcément un réseau que tu as à la base, hein. Moi, j'avais vraiment aucun réseau à la base dans l'écosystème, je dis digital, start-up et tout. J'ai personne vraiment de ma famille qui est là-dedans, de mes amis pas trop non plus, tu vois? J'ai pas vraiment Mmh. d'amis qui sont sur ces mêmes sujets. Enfin quelques-uns, mais pas la majorité et en fait, tu peux vraiment te créer un réseau toi-même en allant, rencontrer des gens, aller à des événements. C'est ça, hein, moi, ma première année de freelance, je faisais tous les événements sur des sujets qui m'intéressaient, des sujets écologie, futur du travail. En fait, tu rencontres des freelances, mais tu peux potentiellement ce freelance-là a un client qui peut avoir besoin de ta compétence, enfin, c'est assez, tu as tout le temps des bonnes surprises, hein, je trouve, mmh. C'est clair, c'est clair et du coup, donc ce podcast a amené, des opportunités, en termes de donc dans ton activité de freelance et qu'est-ce qui a fait, au fur et à mesure des rencontres que tu as pu faire, te dire: «Bah, je vais reprendre mes études» et du coup, comment ton projet a évolué par rapport à ça? C'est une bonne question. J'essaie de me réimmerger dans ma peau d'il y a 1 an et demi quand ça s'est passé. Mmh. Je pense que je suis arrivée à un stade où j'en avais vraiment marre, d'écrire. J'arrivais plus trop à trouver d'énergie pour justement, trouver plus de stratégies édito ou en tout cas ça venait pas, mais après je mettais pas les choses en œuvre, tu vois? Je voyais que je bloquais à un moment pour mettre ce qu'il fallait en œuvre. Je savais quoi faire, mais je le faisais pas pour aller chercher plus de strat et moins de rédaction et malgré tout enfin, bref, donc je me disais: «Il y a un truc, qui doit pas me convenir là-dedans, quoi».
Donc ça me re-questionnait un peu. Après, j'ai quand même commencé et j'ai hésité à faire comme ça et ça aurait pu se passer comme ça. Je pense que c'était une autre bonne décision. Les deux étaient des bons choix, mais j'avais quand même commencé à pivoter un peu mon activité du côté RH, marque employeur. J'avais OK. travaillé notamment avec Igo, qui est un petit cabinet en innovation RH et on avait travaillé ensemble sur des ateliers pour des cabinets de conseil qui voulaient travailler leur marque employeur, attirer des talents et tout. Donc j'avais commencé à bosser là-dessus. Et ça me plaisait bien et je me disais, je peux faire bifurquer progressivement mon activité vers de la RH ou du marketing RH. Mais en fait, voilà, je voyais un petit peu, la limite, je la voyais sur du marketing RH, tu vois? Je pensais que, sans passer le cap d'aller me reformer, dans un master que j'avais pas aussi. J'avais pas validé de master, j'avais un équivalent bac+3, enfin, Mmh. j'avais ma licence de droit et plus un équivalent, reconnu par l'État bac+3, bac+4, mais j'avais pas de master en tant que tel et du coup, je me suis dit: «Tant qu'à faire, pour, éviter ou que ça aille trop lentement et que je reste sur du marketing RH trop longtemps», parce que ça, je savais que je pouvais le faire, j'avais commencé à le faire, mais j'avais pas envie de rester là-dessus. Je voulais vraiment accompagner les gens, aller voir, être plutôt dans l'accompagnement des personnes que dans la création de contenu. Alors aujourd'hui, je vois que les 2 sont très liés et j'aime toujours créer du contenu, mais un certain type de contenu. Mais et il y avait aussi, autre grosse motivation, j'avais jamais été en entreprise et ce master-là alors déjà, il collait parfaitement avec, ce que je voulais. C'était un nouveau master qui était RH, mais très orienté transformation du travail des organisations avec les nouvelles bonnes pratiques et cetera. Donc en lisant, si tu veux, le déroulé du truc, je Mmh. me suis dit: «C'est pile poil tous les thèmes que j'adore». Donc tu vois, Trop j'étais bien. déjà super emballée par la plaquette Il s'appelle comment le et master? aussi il s'appelle gestion des ressources humaines et transformation du travail et des organisations. C'est le master de D'accord, OK. Gustave Eiffel et heu et du coup, ça me permettait aussi d'aller, me confronter au monde de l'entreprise parce que sur taf, j'allais à la rencontre de RH beaucoup. J'avais beaucoup de témoignages de managers ou RH, mais j'avais pas le vécu en entreprise et du coup, je me voyais pas lancer en freelance une offre d'accompagnement des managers ou des RH ou de salariés, alors que j'ai pas vécu du tout jamais leur quotidien à part 6 mois en stage, quoi. Et donc je me disais à un moment, il Mmh. va falloir aller dans l'entreprise et ce master-là me permettait un peu de faire les 2, de valider un niveau master et en plus d'être dans un grand groupe. Je voulais vraiment aller tester. Je savais que c'était peut-être sûrement pas fait pour moi, mais je voulais aller tester directement, du lourd, quoi, tu vois? En termes d'organisation et de dysfonctionnement de l'organisation potentielle. Enfin, tu vois, des grosses structures, c'est Mmh. pas de leur faute, mais c'est un système qui est là depuis des années, donc forcément, c'est un système lourd et cetera. On en avait parlé, enfin voilà, qui pèse sur les humains. Enfin voilà, Mmh. il y a beaucoup de choses à explorer, de problématiques à résoudre. Donc je me suis dit: «Grand groupe» et j'aurais pas eu, je pense, l'opportunité d'atteindre un poste, tu vois, comme ça, grand groupe, sans revalider de master parce que, tu vois, c'est quand même assez cloisonné et autant en start-up, j'aurais pu essayer de trouver un poste, autant dans un grand groupe, je pense que sans master 2, j'avais pas le poste que je voulais, tu vois? Donc là, ça me permettait Mmh, aussi OK. d'intégrer, un groupe et de valider un master, ce qui était quand même peut-être, je pense un complexe, finalement, tu vois? De pas en avoir, Mmh. donc ça me permettait de de lier ça. Ce qui est assez étonnant, OK. tu vois? Parce que finalement, j'ai réussi à bosser, sans Bah, très ouais, bien, tu as plus mais rien, enfin, tu as rien à prouver en tout cas en termes de compétences. Tu as pas besoin d'avoir, le diplôme qui vienne valider, mmh, quelque chose pour te dire que tu es compétente. Tu as été sur le terrain, c'est le mieux, la meilleure école au final. mmh, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, mais bon, tu ressens, tu vois, quand même, parce qu'à l'époque, tu vois, je me souviens que j'avais commencé à regarder des postes en RH. Pour justement essayer de voir, enfin, j'étais pas sûre du tout de vouloir reprendre des études. C'est quand même un énorme truc, hein et je me rends compte maintenant, je suis dans ma deuxième année, c'est chaud et j'ai quand même avant ça essayé de trouver, de regarder les postes qui pouvaient m'intéresser en change management, RH, transformation RH et cetera et Mmh. les postes, dans des groupes sont inaccessibles. Enfin, tu ressens quand même que sans ce master 2, tu accèdes dans pas Mmh. mal de boîtes, je pense toujours, même si le monde est tu accèdes pas à un poste de cadre si facilement. Tu vois? Un poste, assez haut. Donc du coup, je pense que de sentir ça aussi à travers, différentes tentatives, tu vois? J'ai quand même fait passer des CV, sur quelques postes
je me suis dit: «Bon, le meilleur truc au cas où», en fait, on sait jamais, tu vois? Je me dis: «Dans ma vie, un jour, je pourrais peut-être» pour l'instant, je me sens toujours bien en freelance et peut-être que je reviendrai en freelance après ce master, mais ça se trouve dans ma vie, je voudrais intégrer une entreprise à un poste et je pourrais pas y accéder à cause de ça. Donc voilà, ça avait le double avantage de exploration de l'entreprise et validation d'un master 2 qui peut servir. Très bien. Donc du coup, là, tu nous as parlé un peu du master et du contenu et du côté entreprise, est-ce que tu peux nous dire, du coup, bah, quelles sont tes missions, sur quoi tu travailles? Tu disais que tu faisais du contenu différemment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, en quoi consistent tes missions là-bas? Ouais. Bah, du coup, moi, j'ai choisi aussi j'ai eu la chance alors je pense que c'était lié à mon profil vu que parmi les étudiants, j'étais celle qui avait le plus d'expérience, je pense. Enfin, du coup, j'ai pas eu du tout de mal à trouver une alternance et j'avais vraiment le choix, plutôt le choix dans les Mmh. différentes entreprises et donc ça, c'était vraiment une chance et j'ai choisi, Enedis vraiment pour ma manager, avec qui j'ai eu un très bon feeling et 2 les sujets, que j'allais traiter et en fait, je sentais que ça allait être un peu un poste de chef de projet. C'est clairement de la gestion de projet, de transformation managériale. Donc j'accompagne, je travaille sur des projets qui visent à aider les managers à mieux manager dans leur rôle d'encadrant et d'accompagnant de coach et OK. cetera, de manager coach, de Mmh. responsabiliser leurs équipes, les rendre plus autonomes, faire du feedback et cetera et dans ce poste-là, je gère toujours enfin quasiment toujours, après je suis sur d'autres petits sujets, j'aide sur d'autres sujets, mais sinon je suis à chaque fois sur un projet de A à Z. C'est-à-dire, voilà, on me donne un sujet, on me dit le feedback et après j'ai plein de marge de manœuvre. Des fois j'ai un budget, des fois j'en ai pas, des fois j'en ai plus ou moins, mais j'en ai pas, je te dis, des fois, enfin, pour l'instant, il y a eu 2 gros projets comme ça depuis 1 an. OK. Mais c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que j'ai une totale autonomie, vraiment sur, ce que je fais. J'ai fait, par exemple, un peu un groupe de travail avec les cibles, tu vois, pour travailler le dispositif. Donc je co-crée le dispositif avec ces cibles. Je Mmh. benchmark un petit peu, tout ce qu'il y a, tout ce qui a été fait dans le groupe, chez Enedis, à l'extérieur et cetera et ensuite je propose pour notre direction régionale Paris, moi je suis à la direction régionale Paris, donc on est 1 400 et il y a OK. 150 managers à peu près et je propose du coup un dispositif à destination en priorité des managers et après si besoin à destination de tout salarié, tu vois? Ça a été le cas du feedback par exemple. On a créé un dispositif à la base pour les managers puisque c'est le rôle, de notre pôle. Mais on Mmh. s'est aperçu que tous les salariés devaient avoir une vision commune du définition du feedback et comprendre pourquoi leur manager allait commencer à leur faire des feedbacks plus constructifs, pour qu'ils sachent les Oui. recevoir aussi bien et cetera. C'était important qu'ils comprennent et donc là, on est en train de déployer des ateliers à tous les salariés, donc ça fait 1 400 personnes, c'est un gros machin. Donc voilà, ça a été le feedback, c'est le mentorat aussi. Tu vois? Créer des dispositifs de mentorat entre les managers, des jeunes managers et des managers plus expérimentés, toujours sur vraiment des Mmh. problématiques OK. plutôt managériales que métiers. Enfin, pour les aider aussi sur leur métier, mais plutôt, sur leur rôle de manager. C'est vraiment, comment s'améliorer et mieux manager, les humains, de ton équipe, OK quoi, en gros. Donc voilà et quand je dis: «Je crée toujours des et contenus», du c'est que dans ces mmh. dispositifs, il y a il y a toujours, bah, des contenus à créer. Par exemple, sur le mentorat, là, j'ai créé, des kits, le kit du mentor, le kit du mentoré, un truc qui présente, tu vois? J'ai toujours des mails, tu vois? Ou une boucle de mails pour présenter pendant le feedback ou le mentorat, il y avait une boucle de mails pour présenter le dispositif, communiquer en interne autour. C'est plutôt de la com interne, mais je reste aussi vu que c'est enfin, on n'est pas beaucoup, il y a moi et ma manager sur ce sujet et ma manager, elle a vraiment beaucoup d'autres sujets à traiter. Mmh. Bah, c'est moi qui gère aussi avec la com en étant appuyée par la communication, bah, la com qui va servir à faire connaître ce dispositif en interne et à le faire, et à créer de l'adhésion et du coup, en fait, je préfère largement quand je Super vois intéressant. la position où je suis, je la préfère, tu vois? Parce que maintenant je suis appuyée, enfin, tu vois, c'est la com qui m'appuie sur des sujets, mais tu Mmh. vois, j'ai l'appui de la com, mais c'est plus moi la com, en fait et je préfère ce truc-là de, être au cœur, de mon sujet et avoir un appui com, et faire de la com avec eux. Mais voilà, je me sens mieux sur ce sujet-là, comme ça. Très bien, excellent. C'est super intéressant et ça fait écho, bah, à un client, sur lequel on a travaillé toutes les 2.
et je travaille encore pour lui, ce qui est l'Académie du service et du coup qui travaille sur l'expérience Mmh mh. client et collaborateur et l'accompagnement des managers justement sur leur rôle, donc tous ces termes de manager coach et cetera, c'est des sujets sur lesquels, je Mmh. bosse encore et c'est des sujets passionnants et surtout, quand je le mets, Ouais. un peu, au regard de mes expériences salariées qui n'ont pas forcément été, au top et où, j'avais pas du tout, des managers coach, pas du tout. Donc du coup, Ouais, c'est bien que ces sujets se diffusent et qu'on observe une évolution sur ça et du coup, par rapport à la vision du salariat puisque, là, tu es retournée dans l'entreprise, est-ce que, les appréhensions que tu avais, au tout début quand tu as choisi d'être freelance, est-ce que là, tu les as retrouvées ou tu as quand même pu, trouver un espèce de rythme et notamment grâce, sûrement à ta manager, à trouver un espèce de rythme où tu te sens bien et où tu arrives à développer tes projets, avec un rythme de travail au quotidien qui te correspond et avec lequel tu es plutôt alignée? C'est une question intéressante. Hem, alors oui, en fait, c'est marrant parce que du coup, comment dire? Il y a vraiment différents aspects, mais sur cet aspect-là, de la flexibilité des horaires tu vois, qui me poussait vers le freelancing. Chez Enedis, typiquement, je suis vraiment mais c'est vraiment très lié à ma manager. Après, Enedis aussi a une politique télétravail, souple. On a 10 jours, enfin tous les salariés ont 10 jours, par mois, donc c'est quand même beaucoup pour, une grosse boîte. Mais après ça se joue à l'échelle de l'équipe, donc chaque équipe décide, à son niveau et moi je suis ultra autonome et libre, responsabilisée par ma manager. Elle me flique pas du tout. Je m'organise absolument comme je veux. Je sais que si je dois aller prendre un rendez-vous chez le médecin, je peux le prendre et décaler, ma journée d'1 heure après. Enfin, il y a absolument aucun problème. Je note mon télétravail. Enfin, c'est, vraiment hyper cool. Pour ça, ça me convient, Mmh. vraiment bien. Ce qui est le plus dur, bizarrement, mais bon, c'est parce que je suis en alternance, c'est que les cours, par contre, ne sont pas en distanciel et donc là, sur les journées de cours et ça dépend, mais il y a des périodes où j'en ai vraiment beaucoup, bah, là, je suis, toujours en présentiel et en plus dans une salle de classe et j'ai 28 ans Ah et ouais. du coup, voilà, on est, 25 et ça, c'est le côté le plus challengeant, surtout après 1 an, tu vois? La deuxième année est un peu plus longue, même si le master est très bien. Si tu veux, Mmh. ça, en termes de flexibilité, bah, ça t'en laisse aucune parce que tu es obligé d'être là. Il y a une fiche de présence et que du coup, voilà, c'est comme ça. Mmh. Mmh. Donc c'est plutôt, voilà, bizarrement, c'est pas étonnant et tu vois, je suis assez étonnée d'ailleurs et surprise en bien que côté Enedis, ça soit si souple, tu vois? Et je pense que j'ai beaucoup de Mmh. chance, de ce mode de fonctionnement. Hem, Après, est-ce que c'est des pratiques où, c'est un environnement qui a beaucoup évolué avec le Covid? Ou tu as des échos de, c'était déjà comme ça fait déjà plusieurs années que c'est comme ça et c'était déjà une évolution qui était en marche même avant le Covid? mmh, bah, c'était déjà en marche, je crois, mais ça a été vraiment accéléré. Il y a eu un accord. Il y avait déjà du télétravail, mais il y a eu un accord, un gros accord télétravail quand même avec le Covid. Heu, qui a agrandi, je crois, mais je crois que c'était déjà, tu vois, j'apprends plein de choses encore chez Enedis que je trouve très intéressantes en ce moment. Tu vois, il y a des gens qui sont sur différents rythmes. Il y a des accords de souplesse horaire qui ont été votés déjà il y a plusieurs années, il y a genre 8 10 ans, qui permettent à des salariés Mmh. de mettre tout leur RTT, par exemple, d'avoir des rythmes où leurs RTT font qu'en fait, ils ont, sur un mois, ils ont qu'une semaine de 5 jours, sinon c'est que des semaines de 4 jours et ils sont payés 35 heures, ils ont leur même rémunération. Enfin bref, il y a un système qui fait que, suivant ton équipe, tu passes d'une équipe à une autre, tu peux, t'arranger pour fonctionner, à quasi 4 jours par semaine avec le même salaire et en prenant une pause de 45 minutes au lieu d'1 heure, des trucs comme ça, tu vois? Et D'accord, heu OK. et je m'aperçois du coup qu'il y a pas mal de choses, qui sont faites tu vois, dont je prends connaissance au fur et à mesure. Mais je pense que ça s'est beaucoup accéléré, tu vois? Et pareil sur la souplesse horaire, il y a eu un nouvel accord là récemment, qui a donc suivi un peu les périodes covid et tout. Mmh. Je pense que ça s'est vraiment peut-être formalisé et accéléré avec le covid, mais il y avait déjà quand même des choses qui allaient dans ce sens-là et déjà, du télétravail et cetera. Mmh. D'accord, OK, OK, Après je OK, pense bah, que c'est top pas ce pareil dans tu vois? C'est pas,
Je pense que c'est pas ça dépend beaucoup aussi du manager et de l'équipe, hein, tu vois? Mmh. J'en connais pas, tu vois? Je parle pas du tout Oui. en connaissance de quelque chose, mais j'imagine que ça se joue aussi beaucoup à ça parce que ça se décide en équipe. C'est des rythmes qui sont travaillés en équipe, collectivement et suivant ton manager, suivant autre, ça peut se passer différemment, tu vois? Donc c'est pas non plus universel chez Enedis, je pense, mais en tout cas, il y a quand même des choses qui sont faites au niveau national et qui sont, décuplées, sur le terrain, quoi. Donc mmh, D'accord. Ouais, ouais, je comprends. Oui, je comprends que, suivant, les managers et puis eux-mêmes, les expériences, qu'ils ont eues, ça peut être différent et puis le rapport à la confiance qu'ils ont aussi parce que c'est beaucoup lié à la confiance qu'on met mmh, dans son équipe, de pouvoir laisser de la souplesse et cetera. ouais, Mais c'est vrai en parlant un peu, autour de moi, on voit que les choses évoluent, qu'il y a des recherches de modèles aussi et c'est ce que tu explores dans ton podcast que je trouve super intéressant parce que moi, en tant que chef d'entreprise, en ayant eu une expérience salariée, où, bah, il y avait plein de trucs que moi j'ai pas supporté par rapport à ma personnalité, bah, il y a plein de trucs que je veux pas reproduire. En même temps, c'est quand même un sujet ultra complexe parce que j'ai les responsabilités d'un chef d'entreprise et de rentabilité et cetera et du coup, c'est vraiment des réflexions, quand même, assez poussées de, bah, comment, trouver un équilibre pour, donner, de la latitude et travailler sur le bien-être, des gens qui travaillent avec moi et qu'on puisse être dans une bonne énergie, tu vois? Moi, c'est vraiment le truc que je retiens dans mes valeurs d'entreprise, tu vois? Il y a la joie et la joie, mmh, c'est genre d'être dans une bonne énergie, d'avoir une bonne énergie tous ensemble pour, accomplir la mission qu'on doit mmh, accomplir avec l'entreprise et ça dans le ouais, quotidien, tu vois? Moi, je suis encore en train de réfléchir, tu vois, au bon modèle parce que mon modèle, en plus, il est, un peu hybride parce que du coup, je travaille, avec un collectif que j'ai formalisé. Donc du coup, il y a une partie collectif, mais il y a une partie interne aussi qui se développe avec, des ah chefs de oui, projet, tu vois? Donc du mmh coup, OK, c'est encore flou. C'est-à-dire que je lis beaucoup, mmh, j'écoute beaucoup de choses sur le sujet pour essayer de trouver, le bon modèle et peut-être que, quand on aura un peu de temps, ce serait cool qu'on puisse en parler et que j'ai ton feedback là-dessus. Mais c'est ouais, des ouais, avec questions plaisir. importantes et pas faciles. Mmh, ouais, non, c'est clair que c'est pas facile. Il y a juste 2 trucs que j'ai en tête comme ça parce que c'était un atelier que j'ai suivi il y a pas longtemps. Sur la confiance, c'est vraiment le socle de tout, du coup, pour, Mmh, que ça se passe bien, en général et beaucoup de projets échouent. Enfin, tu vois, le feedback, s'il y a pas de confiance, ça marche pas. mmh, Faire du mentorat, ça marche pas et cetera et heu et la confiance, c'est un truc, qu'est-ce que j'ai entendu? Faire confiance a priori, c'est très difficile, mais c'est très important de commencer dès que tu rencontres quelqu'un par lui faire confiance et aussi, mmh, et manager sur objectif. Enfin, tu vois, il y a quelques pratiques comme ça qui sont, tu manages sur objectif, tu donnes un cadre, une règle, ou 2, tu vois? Un cadre, des contraintes et cetera et ensuite la personne se débrouille et tu dois lui faire confiance a priori. Si elle merde totalement à un moment et donc ça implique après, c'est pas si simple parce que ça implique de prévoir le risque potentiel d'une erreur, combien peut te coûter l'erreur si tu fais confiance a priori mais qu'il y en a une. Donc voilà, ça implique un tas de lâcher prise un petit peu, mmh. mais c'est un lâcher prise, je pense nécessaire si tu veux dès le départ et c'est mieux que quand tu dois transformer. Si tu veux dès le départ, mettre des bases saines, de relations dans l'entreprise et de management, cette confiance-là et ce lâcher prise qui est pas naturel et qui est très dur est important, je pense. Mmh. Carrément, carrément. Bah, je pense que pour moi, dans mon entreprise, le poste entre guillemets, «la fonction de manager» est pour moi la plus compliquée. Parce que aussi ayant le Mmh. plus d'impact, de l'impact sur l'humain et du coup, on peut enfin avoir un impact très négatif en fait avec des choses qui vont se passer de manière,
plutôt «facile» entre guillemets. C'est-à-dire que, sur des situations qui peuvent paraître anodines, on peut avoir un impact négatif sur la personne et du coup, c'est pour ça que ce rôle-là, en tant que chef d'entreprise, pour moi, est le plus délicat parce que, il touche à l'humain et que, comme moi, j'ai été impactée quand j'étais, alternante, par, mes managers, et que j'en garde encore un souvenir aujourd'hui, plus d'une dizaine d'années après, bah, c'est ça peut être pareil pour, des gens qui rentrent dans mon équipe. Donc, c'est cette, un peu cette Ouais. pression, tu vois, qui qui est là Oui et à la et qu'il fois, faut, mmh et à la fois, je suis sûre que, tu vois, cette expérience que tu as eue, du coup, va te conduire à bien manager, tu vois? C'est comme, j'entendais un podcast sur la santé mentale aussi où une psy, disait, on n'est pas psy, enfin les psys et les médecins, c'est des gens qui ont souffert à un moment donné, qui ont été, voilà, qui ont souffert à un moment donné de leur vie et qui sont devenus psy ou médecins pas par hasard, tu vois? Et je pense mmh, que peut-être que, pour un bon manager, c'est pareil, en fait. C'est si tu as plus de chances d'être un bon manager dès le départ. Alors tu feras toujours des erreurs parce qu'effectivement, c'est hyper complexe, hein. Moi, je me dis, j'ai jamais été encore manager de personne et je me dis: «C'est hyper compliqué», quand je l'observe comme ça et que j'essaye de les aider. Mais je pense que quand tu as souffert d'un management toxique, tu as plus de chances de bien démarrer sur des bonnes bases. ouais. Mmh. Non, c'est en tout cas, c'est sur ça que je m'appuie pour essayer de faire au mieux. Mais on peut aller aussi dans l'inverse, dans le trop de liberté et Oui. tu vois? Ou et comme tu parlais des règles et du cadre et c'est vrai que des fois, à un moment, au tout début, je me suis dit: «Ah bah non, moi je veux que la personne, elle puisse, faire comme elle veut et cetera». Mais en fait, ce cadre est indispensable pour guider la personne parce que, Mmh. c'est pas son entreprise. Donc du coup, il faut, Ouais. lui donner ce cadre-là et ça, c'est super important. Mmh. Ouais. Mmh. Et du coup, Vaste dans, sujet. ouais, carrément. Donc là, tu es, donc chez Enedis, tu poursuis ta mission, en poursuivant ta deuxième année de master et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, bah, ta vision? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu peux nous teaser des petits trucs sur l'après? Eh beh, c'est une grosse question, gros teasing, parce que j'en parle pas du tout, donc ça sera une vraie exclusivité. Mais, parce que et je ne suis pas sûre encore, je suis pas sûre encore, c'est pour ça que j'en parle pas. Mais, je me vois plus alors ce qui est sûr, c'est que je vais pas continuer chez Enedis, ni dans un grand groupe. La conclusion quand même, c'est que malgré, cette autonomie, flexibilité, il y a d'autres, irritants, comme on dit, Mmh. qui font que c'est trop lourd pour moi. C'est une trop grosse machine, j'ai du mal à, je pense à avancer avec l'impact que je veux sentir dans un tel Mmh. système et je suis pas habituée en plus. Donc je pense que je suis pas forcément faite, pour ça. Donc ça sera pas dans une grande entreprise comme ça serait plutôt, dans une start-up, tu vois? Il y a une des, choses que je me verrais bien faire, c'est intégrer une start-up qui commence à vouloir développer ses RH, qui va avoir besoin de Mmh. beaucoup recruter, qui vient de lever des fonds et qui veut développer son équipe RH. Moi, je me sentirais bien d'aller développer la partie culture, recrutement, enfin, tu vois, tout ce qui met les bases, de bonnes RH, tu vois, sans la partie finance, machin, que je connais pas du tout, mais tu vois, sur cette partie-là des RH, je me vois bien essayer de développer une équipe RH parce que ça me permettrait aussi d'être manager, de me tester dans un rôle de manager, voilà, donc d'aller un peu plus loin dans ça, donc pourquoi pas. Et l'autre option que je vois, c'est, développer la marque TAF. J'ai plein d'idées, beaucoup trop Mmh. pour l'instant, donc heu donc voilà, je ne sais pas encore ce que je pourrais faire parce que j'ai trop de trucs en tête. Je me dis: «Il y a trop de choses» et j'arrive pas du tout à définir quoi. Mais en tout cas, Mmh. voilà, je me dis qu'il y a des trucs à faire entre le podcast que j'aimerais bien continuer, et d'autres choses. Voilà. Sinon, ça serait plutôt, repartir en free. Mais, voilà, je sais pas encore très bien. Je OK, suis pas fixée. OK.
Bah, du coup, ouais, tu il y a plein de possibilités, c'est déjà super. Enfin, genre, tu as plein de trucs qui te donnent envie et qui t'excitent dans des choses que tu peux faire suite à cette expérience enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens, et ça, c'est Mmh. déjà trop cool, tu Oui, vois? oui, Même si, c'est pas de fixer, c'est déjà trop, trop bien. ouais, OK, bah, ouais, c'est intéressant d'avoir pu, voir un peu ton parcours qui est, comme tu le dis, atypique c'est vraiment ce que je voulais qu'on puisse partager, sur le podcast de voir aussi que, en fait, c'est pas, rien n'est écrit et tracé. C'est-à-dire que tu t'engages dans une voie, un moment tu fais du freelancing, un moment tu redeviens salarié parce que tu vas chercher telle ou telle compétence, telle ou telle, connaissance et cetera et puis au final, ben, peut-être que tu redeviens freelance suivant ton expérience ou les opportunités aussi. Là, sur le podcast précédent, ouais, sur l'épisode précédent, en fait, l'invité, il me disait que, il avait pas, de réel plan et que, c'était justement en se laissant ouvert aux opportunités, qu'il arrivait à faire les meilleures actions et les meilleurs projets. Et du coup, il se laissait vraiment très mmh, libre par rapport à ce qu'il faisait et s'il y a une opportunité qui vient bousculer quelque chose qu'il avait à peu près prévu, parce que du coup, il disait vraiment qu'il faisait pas de plan, bah, c'était pas grave, en fait, que tout pouvait bouger et que comme mmh, ça lui laissait l'opportunité d'aller là, là, là et de construire, le parcours, qui était bien à l'instant T. Parce qu'il me disait un truc qui a beaucoup résonné, c'est que, en fait, il y a le projet, mais il y a aussi le moment où ce projet intervient et du coup, c'est 2 choses qui parfois ne sont pas forcément alignées et du coup, parfois, tu as une idée de projet, mais c'est pas le bon moment, donc tu la laisses de côté et puis au final, il y a une opportunité qui vient et tu le fais pas tout de suite, mais si ça vient, ben, c'est peut-être parce que ça devait être comme ça, tu vois? Moi, je suis un peu, sans être, ouais, croyante ou d'une religion, mais mmh mh, sur le fait que, il y a des choses qui arrivent pas par hasard et parfois il faut, ouais, laisser son intuition parler. ouais. Ouais, ouais, carrément, bah, je te rejoins vraiment là-dessus et ça me fait penser, tu vois, que pour le choix de master qui a quand même été une très grosse décision qui impacte beaucoup ma vie parce que je suis repassée, enfin, clairement, bah, avec enfin, j'ai divisé par 2 mon salaire, on va dire. Donc Bah sur oui. 2 ans, Mmh. ça fait beaucoup. Déjà, tu fais un Mmh. sacrifice financier qui est quand même, non négligeable. Et Mmh. c'était un choix difficile à faire et en fait, ce qui a été décisif, c'est une discussion avec, Myriam Multinier, si tu m'entends, qui est coach de dirigeants et que j'ai rencontré dans un groupe de créateurs, bref et qui m'a accordé du temps, à ce moment-là où j'étais vraiment perdue, je savais pas quoi faire parce qu'il m'avait dit oui. C'était au moment où le master m'avait dit oui et en fait, elle m'a dit: «Il y a trop de signes». Tu vois? Quand je lui en ai parlé, elle, ça lui a paru évident qu'il fallait le faire parce que Mmh. déjà, ce master m'avait pris. Tu vois? Il y a un moment, il y avait 25 places. C'est un master, c'est un des tu vois, qui est bien classé et cetera. Mmh. S'ils m'ont pris, bah, c'est un signe, tu vois? Et par ailleurs, tu vois, c'était que de la peur, en fait. Souvent, c'est de la peur qui te fait, douter sur un choix, Oui. mais ne pas écouter cette peur parce que, elle te fait faire les mauvais choix. Donc il faut Mmh. continuer, il faut avoir confiance, plutôt dans l'avenir. C'est pas facile tout le temps, hein. Moi, il y a plein de moments là pendant le master, enfin depuis un an, c'est un peu des montagnes russes, hein. Il y a des moments, je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai fait comme choix, quoi? Qu'est-ce que je fais là?» Mais bon, à la fois, tu vois, je me retrouve vite et je sais pourquoi j'ai fait ça et qu'il y a des bonnes raisons et que voilà, c'est pas un chemin simple, mais c'est un chemin intéressant et en tout cas et Ouais. qui me guide vers des choses que j'aime. Donc c'est ça, tu vois, le truc important, c'est Mmh. aller vers des trucs qui te plaisent et essayer d'avoir confiance, le plus possible dans, l'avenir, dans le fait que, on a les ressources. Voilà, c'est ce que ma mère me dit pour me Mmh. rassurer. Elle me dit: «Mais tu as toutes les ressources, t'inquiète pas, tu trouveras quoi qu'il se passe, tu trouveras quelque chose», voilà, faut avoir confiance, C'est ça. dans ses ressources Mmh. personnelles pour, avancer. Il peut que se passer des choses intéressantes et cool a priori si tu tant que tu fais des choses, Mmh. tu vois? Tant que tu fais des choses, tant que tu t'arrêtes pas de faire des trucs, selon moi, ça te mène quelque part, obligatoirement. Tu sais pas où, mais ça te mène quelque part. Ouais. Non, non, c'est clair, c'est clair. On arrive à la fin de l'épisode et du coup,
Déjà, je voulais te demander si, tu avais, des un message à ajouter, quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé, que tu voulais dire ou tu penses que c'est bon, on a dit plein de trucs? Non, je pense que, c'était ça mon message de la fin, celui que je viens de dire. OK, Voilà, si j'avais super. eu quelque chose à ajouter, c'est bon. Ouais, bah, trop bien, trop bien. On n'écoutera pas cette peur et on va foncer, vers ce qui nous arrive, et comment la vie nous amène certaines choses, un peu, de manière incongrue parfois, mais qui nous amènent toujours, vers des parcours et des expériences, incroyables. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois à chaque fois. Je pense que quand ça nous est placé devant nous, ça nous amène vers des trucs, assez fous. Hem, donc j'ai 2 questions signature du podcast. La première question, c'est, est-ce que tu as des ressources, à partager, quel que soit le format, qui toi, ont vraiment, tu vois, t'ont vraiment impacté dans ton parcours et dans ta vision, sur certains sujets et qui, pourraient être utiles pour l'audience? Bah, alors moi, il y a un livre qui m'avait beaucoup aidée, quand je me suis lancée en freelance, pour les gens que ça intéresse du coup, qui s'appelle «Tu vas aimer être freelance». Je n'ai plus l'auteur en tête, OK, mais je pense qu'il y a qu'un livre qui s'appelle comme ça, on va le donc on devrait le retrouver. retrouver. Voilà, et qui est vraiment très bien fait parce qu'il te permet de te positionner en tant que freelance dans une position de force, tout de suite, de pas mettre tes prix trop bas. Il y a beaucoup de bonnes pratiques, voilà, sur, comment te positionner assez vite et bien et pas faire les erreurs du début, où tu as tendance à te sous-pricer, à t'excuser tout le temps, Mmh. à être nul dans ta négociation et cetera. Donc pour moi, il était c'est une très bonne lecture. Après, sur le freelance, bah, il y a aussi, je pense tout de suite forcément à Tribu Indé, podcast d'Alexis Michela qui fait des retours d'expérience de freelance qui sont très utiles, ou Young, Wild and Ouais, Freelance de Thomas Burbidge, qui a un côté plus développement personnel, mais qui est carrément. aussi cool parce que, tu as des expériences et des profils qui sont peut-être un peu plus variés, j'en sais rien. Non, les 2 sont variés en fait, mais Tribu Indé est un peu plus business C'est alors que Thomas Burbidge est l'approche un qui est peu plus, différente, ouais. ouais, c'est l'approche qui est différente. Hem Et voilà, sur ces sujets-là. Après, j'écoute plein de OK, podcasts, mais c'est sur plein de trop bien. sujets, divers et variés, quoi. OK, OK. Quel est le dernier épisode de podcast que tu as écouté? Le dernier épisode de podcast que j'ai écouté, c'était un podcast des baladeurs, sur je ne sais plus quel alors j'ai un problème avec les prénoms et les noms des gens, mais comme vous l'avez vu d'ailleurs Mmh. pour l'auteur du livre déjà. C'était, sur, des explorateurs qui ont gravi l'Everest. Ils Ah! racontent en fait OK, leur ascension de l'Everest et c'est eux qui racontent, enfin c'est un qui raconte, l'ascension et les baladeurs, c'est un super podcast si tu veux t'évader, un podcast à écouter pour partir en vacances ou en week-end, si tu veux penser à autre chose. C'est que trop des bien. aventures. Ah bah, trop bien. Bah, écoute, moi je vais aller voir, ce que c'est parce que j'ai tendance à écouter que du pro et du coup, faut Ouais. que j'aille explorer un peu, les sujets non professionnels et m'évader un peu avec ce genre de sujet. Trop bien. Ouais, Et du coup, la exactement. dernière question, je demande aux invités, c'est du coup les invités du podcast qui passent le relais. Qui tu voudrais voir à ta place, raconter son parcours dans le podcast? Pourquoi tu as fait ça? Bah, je pense du coup, à, Myriam Multinier, dont je parlais tout à l'heure, qui m'a OK. éclaircie dans un moment, pour le choix de ce master. Parce qu'elle, je pense qu'elle a fait un travail, de vie, de toute sa vie, pour, chercher l'alignement. Aujourd'hui, elle le diffuse dans les entreprises en accompagnant des dirigeants, mais elle a fait ce travail-là, elle, depuis des années et des années et du coup, voilà, elle a toujours cherché toujours plus d'alignement. C'est vraiment une quête et donc je pense que son parcours, là-dessus doit être vraiment très intéressant. J'en connais une partie, mais j'aimerais bien peut-être en connaître encore plus. OK. Excellent, excellent, trop bien. Bah, du coup, tu nous feras une petite introduction, pour que je puisse lui proposer le projet. Ce sera trop cool.
Ça marche. OK. Bah, en tout cas, merci beaucoup, du coup, du partage que tu as pu faire, là pendant, à peu près 1 heure sur, 1h10 sur le podcast. C'était, super intéressant et je pense que, ça nous montre une autre, tu vois, une autre facette de «l'entrepreneuriat» entre guillemets parce que, c'est pas juste, un long fleuve tranquille. C'est jamais un long fleuve tranquille, en fait. Mmh. Et là, on voit bien Ouais. que tu es en questionnement et tu as plusieurs pistes et c'est pas forcément d'une évidence, mais en même temps, tu construis, vraiment les j'ai l'impression en tout cas que tu construis, vraiment quelque chose avec lequel tu veux être parfaitement aligné et je trouve que c'est une quête Mmh. que tout le monde devrait avoir parce que voilà, on n'a qu'une vie et elle est assez courte donc faut qu'on en profite au maximum. Ouais, ouais, carrément et c'est pas un long fleuve tranquille, de choisir cette quête Mmh. d'alignement, mais c'est vraiment, je pense ce qui est le plus épanouissant, à terme puisqu'on travaille tous, beaucoup. À terme, on est obligé quand Exactement. même, sauf pour Mmh. certains chanceux qui peuvent juste Oui. faire des activités, non rémunérées. Mais la plupart quand même, on travaille pas mal. Donc ouais, c'est important, d'essayer d'être aligné. OK. Merci beaucoup Jeanne. Je te dis à bientôt. Merci à toi Jade. À bientôt. Ciao, Salut. ciao. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et inspiré. Personnellement, je ressors de cette discussion avec une dose de tout est possible. À chacun d'entre nous de tracer notre propre chemin en essayant de s'affranchir des codes pour trouver où on veut aller. Peut-être revenir en arrière, changer de voie, les limites sont celles que l'on s'impose. Et je repars aussi avec des petits conseils pour l'entreprise que je suis en train de bâtir. Rejoins-moi sur Instagram pour me dire ce qui t'a le plus marqué dans cet échange avec Jeanne. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast et Spotify. Tu nous aideras à faire connaître le podcast et peut-être, qui sait, à changer la vie ne serait-ce que d'une personne. À très vite, ciao!